8 ans après la crise des missiles de Cuba, les États-Unis pensent avoir établi un équilibre nucléaire stable avec l'Union soviétique. Pourtant, à la fin des années 1960, un nouveau signal d'alerte apparaît. Des avions espions américains repèrent une activité inhabituelle dans la baie de Cienfuegos, au sud de Cuba, à moins de 400 km des côtes américaines. Des filets anti-sous-marins, des batteries anti-aériennes et des infrastructures lourdes y sont progressivement installées. Pour la Maison-Blanche, ces indices ne laissent que peu de place au doute. Cette inquiétude s'explique par le traumatisme de 1962. En octobre de cette année-là, des images aériennes prises par un avion U-2 révèlent la construction de rampes de lancement soviétiques à Cuba. Ces missiles capables de frapper les États-Unis en quelques minutes constituent alors la menace la plus directe jamais identifiée sur le sol américain. La réaction de John Kennedy est immédiate. Un blocus naval est instauré autour de l'île afin d'empêcher toute livraison militaire supplémentaire. La crise atteint un point critique lorsque plusieurs sous-marins soviétiques s'approchent de la zone du blocus. Ce que Washington ignore à ce moment-là, c'est que certains de ces bâtiments sont armés de torpilles nucléaires. Le 27 octobre 1962, le sous-marin B-59 est soumis à une pression intense de la marine américaine. Coupé de Moscou à court d'oxygène et de batterie, son commandant envisage l'emploi de l'arme nucléaire. La décision est finalement bloquée par l'intervention d'un officier, Vassili Akipov, évitant de justesse une escalade irréversible. La crise se conclut par un accord discret mais fondamental. Les États-Unis s'engagent à ne pas envahir Cuba et retirent leurs missiles de Turquie, tandis que l'Union soviétique démantèle ses installations cubaines. Cette époque marque durablement les deux camps. Il devient clair que la dissuasion nucléaire doit reposer sur des systèmes plus difficiles à détecter et à neutraliser. Dans les années qui suivent, les États-Unis investissent massivement dans les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. La classe Lafayette, équipée des missiles Polaris, incarne cette nouvelle stratégie. Ces missiles peuvent être lancés depuis les profondeurs océaniques, parcourir près de 5000 km et frapper une cible avec une puissance dépassant le mégatonne. Leur principal avantage réside dans leur invisibilité. Un sous-marin dissimulé sous l'océan est pratiquement impossible à neutraliser avant le tir. Cette évolution modifie profondément l'équilibre stratégique. Les sous-marins deviennent le pilier de la dissuasion nucléaire américaine, au point que certains responsables estiment qu'ils pourraient remplacer les bombardiers stratégiques. Ces bâtiments s'intègrent rapidement à une flotte plus large, surnommée les 41 for Freedom, conçue pour garantir une capacité de frappe en second, quelles que soient les circonstances. Face à cette supériorité, l'Union soviétique accélère ses propres programmes. Les anciens sous-marins, comme les classes Foxtrot et Hotel, ne suffisent plus. Les ingénieurs soviétiques développent alors la classe Yankee, capable de transporter jusqu'à 13 missiles balistiques. Contrairement aux missiles américains à propergol solide, les missiles soviétiques utilisent un carburant liquide, plus instable, mais permettant un lancement quasi immédiat. Ces sous-marins peuvent rester immergés de longues périodes et atteindre des vitesses élevées, réduisant considérablement le temps de réaction de l'adversaire. Rapidement, Moscou cherche à rapprocher ses bâtiments des côtes américaines. En 1970, la reconnaissance aérienne américaine identifie un site en construction à Cienfuegos. Les analyses indiquent la présence d'infrastructures typiques d'une base de sous-marins nucléaires, bunkers, défense aérienne, installations permanentes pour les équipages. Pour l'administration Nixon, une telle base remettrait en cause les accords informels conclus après 1962. Nixon évite cependant une réponse militaire directe. Une nouvelle confrontation navale risquerait de dégénérer. À la place, Washington opte pour une stratégie de pression indirecte, combinant démonstration navale et négociations diplomatiques. Une opération américaine menée à proximité des eaux soviétiques sert d'avertissement clair, sans franchir le seuil du conflit ouvert. Cette approche finit par fonctionner. Sous la pression diplomatique, l'Union soviétique renonce à établir une base permanente à Cienfuegos et accepte de limiter le déploiement de ses sous-marins nucléaires à Cuba. La crise est désamorcée, mais elle démontre à quel point la stabilité nucléaire reste fragile. Même après la fin de cette tension, les risques persistent. En 1986, l'accident du sous-marin nucléaire K-219 rappelle que la menace nucléaire ne vient pas uniquement des décisions politiques, mais aussi des défaillances techniques. Le sacrifice d'un jeune marin permet alors d'éviter une catastrophe majeure. L'histoire de Cienfuegos illustre une réalité centrale de la guerre froide. Derrière les discours de dissuasion et d'équilibre,
Le monde a souvent dépendu de choix humains, faits dans l'urgence pour éviter l'irréparable.